Ça sera... This meeting is being recorded. Oula, Ça fait des échos. C'est très perfectionné. faut être bilingue. C'est tout bon? C'est bon, ouais. Enregistré. Voilà, on a l'écran partagé. Bienvenue à cette première rencontre au fil de l'eau. Alors, pourquoi première rencontre? Parce qu'il y en aura plusieurs et on espère avec vous. Donc, on va peut-être se passer d'abord à la présentation rapide de nos structures et puis voilà, tout d'abord des intervenants. Je te laisse la main, Emmanuel. Oui, je te remercie. Vous m'entendez bien? Ça va? Très bien. Donc, de mon côté, je suis Emmanuelle Imard, je suis paysagiste conseil au CAE de Saône-et-Loire. Donc, le CAE, c'est une association qui œuvre sur tout le département de Saône-et-Loire. Nous sommes basés à Monceau. Le CAE conseille et sensibilise dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement et du paysage. Concrètement, nous accompagnons tout porteur de projet, que ce soit une collectivité, un particulier, dans le cadre de nos permanences conseils par exemple, dans ces réflexions en amont. Nous ne faisons pas de maîtrise d'œuvre. Nous animons également des rencontres dans nos domaines de prédilection, près des écoles, des professionnels, des élus, etc. Voilà, donc les eaux pluviales, c'est un sujet qui est récurrent dans nos interventions. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les questions sur les démarches, les partages d'exemples autour des réalisations nous ont donné envie d'approfondir et de partager ce thème avec le CPIE, qui est très complémentaire à nos actions. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, je me présente à mon tour. Je suis Colline Desplantes, donc je suis animatrice environnement et accompagnement des territoires au CPIE, donc au Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Voilà, on a une association et on est environ 80 associations CPIE en France. Et puis, je profite de ce temps de présentation aussi pour peut-être expliciter un petit peu plus notre rôle et les objectifs de cette démarche de webinaire. Voilà, c'est un temps, on a choisi ce format-là, webinaire, c'est un temps assez court pour plusieurs raisons. Déjà, la première, la plus classique, les raisons sanitaires, hein, on a l'habitude, mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi parce qu'on veut toucher un maximum de monde et qu'on pouvait proposer plusieurs créneaux pour rendre accessible ce webinaire. Et puis, c'est surtout parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un temps introductif qui va nous permettre de prendre un peu la température, de venir sonder les besoins, les projets. Et donc, l'enjeu de ce premier temps de rencontre, c'est d'abord de revoir ensemble les enjeux et les bénéfices de gérer différemment les eaux pluviales pour partir d'une base commune de connaissances sur cette gestion intégrée des eaux pluviales. C'est aussi vous montrer des exemples concrets sur notre territoire à notre échelle pour vous montrer que c'est possible. Mais cette rencontre, c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, pour sonder vos difficultés, vos attentes, votre besoin d'accompagnement éventuel, les freins, et puis aussi vos dérogations pour au mieux orienter la suite des ateliers. On en reparlera un petit peu plus tard, on vous expliquera un peu plus tard notre futur. Donc voilà, ces échanges, ils vont permettre d'organiser et puis de finaliser ces ateliers qu'on va proposer en 2022. Et c'est ce que j'ai mis dans le diaporama, c'est que nous, on essaye d'être un facilitateur de l'action sur le territoire et on vous propose donc d'accompagner votre démarche de façon méthodologique, d'être là pour faciliter les rencontres, d'animer un dialogue territorial et être assembleur de compétences avec tous les parties prenantes et puis tisser des liens entre les acteurs. Et donc, le programme de ce webinaire, si tu peux changer de diapo, Manuel, s'il te plaît. Ça reprend un petit peu cette démarche-là. Donc déjà, dans un premier temps, on va avoir un temps un peu plus théorique pour avoir cette base commune d'information et puis comprendre vraiment les bénéfices et presque les services écosystémiques que rend la gestion alternative ou intégrée des eaux pluviales.
Et puis, on va accorder aussi un temps aussi conséquent que la première partie à des échanges, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir sonder un peu mieux vos attentes et votre besoin d'accompagnement. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. C'est à votre tour maintenant. Je vous propose qu'on fasse un tour de table, enfin plutôt un tour des écrans. Je vous propose cette trame, voilà, prénom, statut, éventuellement dans votre structure. Et puis, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Et si vous avez des attentes un peu précises de ce webinaire, c'est le moment déjà de vous exprimer à chaud. Et puis, on reviendra dessus à la fin de la séance pour voir si tout ça a évolué. Voilà, donc je vous laisse un petit peu la parole. Je ne sais pas si on va commencer par Delphine, peut-être. Eh bien, oui, donc bonjour à tous. Est-ce que vous... Ouais, c'est bon. Donc, Delphine plutôt. Pour le coup, on est un peu nombreux, mais je travaille aussi au CPIA Pays de Bourgogne. Voilà, je suis animatrice environnement. Je suis là surtout pour un peu voir, voilà, parce que c'est vrai que c'est une thématique sur laquelle moi, pour le coup, je travaille pas forcément. Donc, voilà, l'idée, c'est plus aussi par intérêt personnel. Donc, voilà. Monsieur Nicolas, je crois que votre micro est coupé. Voilà. Oui, donc je suis maire d'Épinac et vice-président de la communauté de communes du Grand Autonome Morvan, chargé de la santé et des services de proximité. Je suis maire d'Épinac, donc une commune de 2200 habitants, qui est une petite ville, labellisée petite ville de demain, qui comporte à la fois des secteurs très urbanisés et des secteurs semi-ruraux, plus des hameaux, et qui est traversé par le cours de la Drée, dont on a réhabilité les berges, en partie, notamment dans la zone de loisirs à proximité du camping. Donc la gestion des eaux pluviales, que nous gérons également par la création au maximum de réseaux d'assainissement séparatifs, est un problème que nous avons à gérer de façon quotidienne. Voilà, donc je viens à l'écoute. On a également un projet de réaménagement de centre-bourg, sur lequel la désimperméabilisation des sols est à l'ordre du jour. Donc, c'est pour me donner un petit peu une culture générale sur tous ces problèmes d'eau pluviale. Même si j'en connais une partie, il me reste d'autres choses à apprendre qui sont plus d'actualité. Voilà. Merci. Monsieur Bonneau, peut-être? Oui, bonjour. Jean-Louis Bonneau, je suis adjoint à la mairie de Ciel, petite commune rurale de 900 habitants, près, donc 1700 hectares, beaucoup d'exploitations agricoles, 17 exploitations agricoles sur la commune. Et puis, écoutez, la secrétaire de mairie m'a demandé si je voulais participer, que ça pourrait être intéressant pour moi parce que je suis en charge de l'environnement, de l'aménagement dans ma petite commune, mais voilà, c'est pour une petite structure. Et puis les attentes, j'en ai pas vraiment, c'est surtout savoir ce qui va se dire et puis peut-être prendre quelques idées sur de futurs aménagements. On a en projet pour 2022 l'aménagement d'un parc municipal sur la commune. Je ne sais pas si y a des choses qui sont qui peuvent être concernées par cette réunion, je sais pas. Voilà, j'ai pas d'attente très précise, mais bon, à l'écoute de ce qui va se dire. Très bien, merci. Merci beaucoup. Oui, on va voir que la thématique doit être transversale et que tout projet d'aménagement peut inclure ces enjeux-là. Donc, j'espère que en tout cas, notre intervention va dans ce sens-là. Alors, si j'ai bien compris, il n'y a que 2 communes de présentes ou de représentées. Oui,
effectivement, il y a plus de personnes prévues pour mardi. Ok. Je crois que le créneau du matin n'emballait pas grand monde. Mais ce n'est pas grave. Oui, on fera La quand même. qualité, Et ce sera un webinaire en petit comité. Et ce sera... Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Après, c'est vrai que le choix du format, c'était pour ouvrir à un maximum de personnes, mais on comprend aussi que ça peut freiner certaines personnes qui en ont marre de faire des visios. Donc, voilà. Donc, c'était un risque à prendre. Après, c'est pour ça aussi qu'on a proposé 2 dates. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos collègues, à d'autres élus, qu'on a aussi une autre session mardi prochain de 16h30 à 18h30. Après, on pourra envoyer aussi le support et l'enregistrement, enfin, sera disponible pour les personnes qui n'ont vraiment pas pu participer, mais qui sont quand même intéressées en fait par le sujet. Voilà. Et du coup, Thérèse, il ne manque plus que toi, je crois, pour te présenter. Ah, et ben du coup, donc Thérèse Nguyen, je suis directrice du CPIE. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit par Colline ou par Emmanuel. Je suis ravie voilà, qu'on ait pu réaliser ce premier webinaire, qui n'est que le début d'un cycle d'ateliers, comme l'a dit Colline, qui va se réaliser courant 2022. Et vraiment, l'objectif, c'était d'avoir vos attentes, vos freins, voir ce que vous aviez besoin pour qu'ensuite ces ateliers soient adaptés en fonction de vos projets, de vos attentes. Nous sommes des structures locales, donc on est vraiment là pour vous accompagner, pour faire du lien, pour vous mettre en relation avec l'ensemble des acteurs, parce que comme vous le verrez, en fait, la gestion du milieu pluvial, c'est un sujet assez complexe, transversal, et qui implique une multitude d'acteurs, d'où l'importance en fait de prendre contact, d'avoir un réseau et puis d'être accompagné, d'avoir une méthodologie comme l'avait expliqué Colline au début. Donc voilà, donc je passe la main et je vous laisse démarrer Emmanuel et Colline. Alors, pour continuer un petit peu cette introduction, je voulais juste dire quelques mots sur la ressource en eau en France. Donc voilà, nous avons 2 cartes des situations, plutôt des fluctuations des nappes souterraines en novembre 2020 et octobre 2021. Je ne sais pas si on voit très bien, c'est pas très lisible la légende, mais en gros, voilà, ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut qu'on interprète de ces cartes, c'est qu'en France, vu les couleurs, effectivement, il n'y a pas de risque de pénurie, mais une bonne gestion des ressources s'impose, parce qu'on n'est pas à l'abri de situations tendues en termes de recharge des nappes souterraines, et notamment dans certaines régions et de manière ponctuelle, parce que le renouvellement de ces stocks est mis à mal par le changement climatique. Et les risques de ce réchauffement climatique, c'est l'alternance d'épisodes extrêmes, que ce soit sécheresse ou forte pluie, des inondations. Donc là, les nappes peineraient quand même à se renouveler. Ce n'est pas parce qu'il pleut beaucoup d'un coup que la situation des nappes est bonne. Donc voilà ce qu'il faut retenir de ces cartes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun a des intérêts à prendre soin de cette eau. Et on va changer un petit peu d'échelle, on va revenir un petit peu sur notre territoire en Bourgogne, maintenant qu'on a vu de façon générale l'état des eaux. Et je laisse la parole à Emmanuel. Et avec Colline, il nous semblait important de nous replonger dans notre territoire. Ça va nous permettre de nous plonger dans nos paysages aujourd'hui, alors qu'il fait super beau, puis de sortir un peu de notre écran virtuellement. Donc, juste pour rappeler que notre territoire s'est formé principalement grâce et avec la présence de l'eau. Ce sont les aires glaciaires et les cours d'eau qui ont dessiné nos vallées et la géographie actuelle de notre territoire. Sous l'action du vent, de la pluie, du ruissellement, l'érosion a modelé nos paysages avec en Bourgogne des formes souvent douces, vallonnées comme on a souvent. C'est la présence de l'eau et de la capacité du sol à la garder qui ont guidé l'usage du sol dans les accès pour les animaux, pour les hommes, l'usage des terres, mais aussi l'implantation de toutes nos zones bâties, des villages qui sont souvent à proximité immédiate d'une source
ou alors à distance prudente d'un cours d'eau, comme ici avec la Loire. Dans nos communes, l'eau est très présente. Dans la campagne, la présence de sources est souvent soulignée par un petit édicule, une petite construction. Ici, par exemple, un lavoir montre très nettement le haut du vallon et le chemin de l'eau ensuite suivant la pente. À l'intérieur des villages, nombreuses sont les sources, les fontaines, les lavoirs et même les ruisseaux qui rythment les rues. Et l'accès à l'eau était parfois aménagé pour les animaux, à même le bourg, hein, dans pas mal de bourgs. Certains lavoirs sont en impluvium, récupérant l'eau de pluie pour alimenter le lavoir en plus de la source. Et puis, ce sont tous les accotements des voies, des chemins qui sont souvent enherbés, voire plantés, pour gérer naturellement les eaux pluviales. On peut noter aussi que voilà, dans certaines zones très pentues, des murs de pierre ont été construits pour faciliter d'une part les pratiques agricoles, mais aussi ils servent à limiter le ruissellement, l'érosion des sols et favorisent en même temps la biodiversité, associée souvent à de la végétation, des arbres, des arbustes, mais aussi l'enherbement des parcelles. Mais quelques petites photos pour illustrer que même en milieu rural, certains aménagements ont vraiment entravé le chemin naturel de l'eau, que ce soit par l'imperméabilisation, la suppression des rues, des fossés, des rues avec un accent circonflexe, des petits ruisseaux, des fossés, des cours d'eau à ciel ouvert et parfois même l'artificialisation de ces cours d'eau. Colline, je te laisse la main là-dessus. Et oui, et du coup, ce chemin de l'eau qui est parfois... Pardon, je n'ai pas entendu. Je parle en même temps. Je te laisse la parole. On est coupé par moment. Est-ce que ça vous fait pareil? Non. Vas-y, Colline. Ok. Donc oui, Emmanuel, ce chemin de l'eau est parfois contrarié. Et ce n'est pas conséquence, parce que essayer de cacher cette eau ou de contrôler là où elle passe fait qu'on peut, face à des problèmes qui sont voilà, partagés et récurrents, donc cette imperméabilisation des sols et aussi voilà, le combo avec le recours aux tuyaux peut engendrer des inondations de plus en plus importantes et récurrentes. Est-ce qu'on peut couper tous les autres micros que celui de Colline? Est-ce qu'on pourrait couper tous les micros, hormis celui de Colline, parce que ça coupe et ça résonne? Oups. C'est bon, vous m'entendez bien? Ouais, ok. Donc oui, par rapport aux inondations, j'avais une petite donnée à vous communiquer, c'est que les inondations par débordement de réseaux d'assainissement sont en cause dans 60% des inondations reconnues comme catastrophes naturelles. Donc voilà, c'est pas sans conséquence le tout tuyau. On a aussi une concentration des polluants qui atteint les espèces vivantes. Et puis, c'est aussi des dépenses importantes en investissement et en maintenance. On verra un petit peu plus tard pourquoi. Et donc, du coup, la gestion des eaux pluviales, c'est un enjeu fort pour les élus locaux parce qu'ils sont responsables de l'aménagement urbain, mais aussi de la protection des biens, des personnes et des milieux naturels. Je coupe ma vidéo puisqu'apparemment, ce n'est pas très agréable le son. Voilà, peut-être que vous m'entendrez mieux comme ça. On va essayer comme ça. Vous me tenez au courant dans le chat. C'est mieux. Ok, ça marche. Donc voilà, je disais qu'aujourd'hui, les élus peuvent agir et gérer différemment les eaux pluviales, notamment en ayant recours à cette fameuse gestion intégrée des eaux pluviales ou gestion alternative des eaux pluviales. On entend beaucoup de termes. Soit du coup en encourageant l'infiltration de ces eaux dans le sol à la parcelle, soit en la stockant et en la restituant à débit maîtrisé vers le milieu naturel.
Donc voilà, peut-être tu peux passer à la diapo suivante aussi, Emmanuel, s'il te plaît, du coup, pour parler un petit peu de tous les bénéfices assez rapidement, puisqu'on verra en illustration avec Emmanuel tout à l'heure. C'était juste pour revenir sur les avantages, d'abord environnementaux de la gestion intégrée des eaux pluviales, puisque l'infiltration des eaux pluviales au plus proche du lieu de précipitation, eh ben, ça permet de limiter au maximum le ruissellement, et donc la charge polluante, puisque on sait aujourd'hui que une eau qui ruisselle, c'est celle qui chope tous les polluants au passage. Donc si on la fait s'infiltrer à même la parcelle, on perd ce risque de polluants. Les réseaux sont donc moins saturés, vous en parliez, Monsieur Nicolas, tout à l'heure. Donc ça évite aussi cette surverse polluante dans les cours d'eau. On respecte le cycle naturel de l'eau, et puis on assure aussi le rechargement des nappes d'eau souterraines, comme on disait tout à l'heure. Et puis aussi un petit point, d'un point de vue économique, l'entretien et le fonctionnement du réseau d'assainissement, ça a un coût élevé lié au volume d'eau qui transite et qui y sont traitées. Comme je disais tout à l'heure, l'eau de pluie ne nécessite a priori pas de traitement lourd, et donc tous ces volumes-là sont inutiles à faire passer dans ce réseau classique. Et ce volume d'eau à gérer en surface, ça permet d'économiser les coûts de construction des bassins d'orage classiques, par exemple, qui nécessiteraient un terrassement profond. Ça évite la recherche du foncier dans l'espace urbain, parce que si on gère à la parcelle, il n'y a pas besoin de consacrer du foncier. Et puis à tout ça s'ajoutent les bénéfices au niveau de la santé, l'amélioration du cadre de vie, et puis la lutte, en tout cas l'adaptation au changement climatique. Et on verra un petit peu plus en détail pourquoi. Donc, je vous propose d'illustrer un petit peu tout ça avec des exemples concrets sur notre territoire. Donc, c'est vrai que la plupart de ces exemples se situent en Saône-et-Loire ou en Bourgogne. Donc, voilà, on va voir plus en détail, de façon plus concrète, ces services avec Emmanuel. Je te redonne la main. Donc effectivement, Colline, la gestion alternative des eaux, c'est géré de façon différente, plus durable l'eau de pluie, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous verrons qu'il est important, tout d'abord, d'intégrer l'eau à tout projet d'aménagement de façon adaptée au site, et cela quelle que soit son échelle, du grand territoire jusqu'à l'échelle de la parcelle. Lorsqu'on souhaite intervenir quelque part, il est précieux d'observer les pentes de terrain, les circuits empruntés naturellement par l'eau pour s'écouler, les zones qui restent humides, la végétation qui est en place, donc à la fois la végétation aquatique, les vivaces qui révèlent la stagnation de l'eau, mais aussi les bandes boisées, les arbres et les arbustes le long des cours d'eau qu'on appelle ripisylves. Donc, comprendre et faire avec le site évite bien des déboires, et donc mieux vaut respecter la topographie et les structures naturelles liées à l'eau. Et le mieux est vraiment de s'appuyer sur le chemin de l'eau pour organiser un projet, un peu à l'image de cette commune qu'on a voulu vous illustrer, qui avait ces espaces en centre-bourg complètement enrobés, avec une ancienne mare qui avait disparu sur la place du village. Et c'est l'aménagement de la traversée et de la place qui a remis l'eau au cœur du projet, en guidant les eaux pluviales à travers des noues conduites jusqu'à une nouvelle mare recréée. Et aujourd'hui, ce sont les plantations qui accompagnent la traversée, qui valorisent le lieu, qui font également ralentir les automobilistes dans la traversée avec ces effets d'obstacles latéraux, mais qui recréent aussi des espaces agréables en cœur de bourg, tout en gérant les eaux pluviales sur site. L'idée est ensuite d'utiliser des techniques alternatives au tout tuyau, donc gérer les pluies au maximum sur site et de les déconnecter des réseaux à travers des fosses de plantation, qu'elles soient en creux ou à niveau, en pied de mur par exemple, ou comme dans l'aménagement qu'on a vu précédemment, avec des rigoles, des noues, des bassins, des jardins de pluie, et avoir des sols perméables au maximum. Donc, tout cela pour infiltrer l'eau naturellement dans le sol.
En parallèle de cela, on peut également penser à créer une rétention des eaux qui favorise un ralentissement des flux sur le terrain. Les toitures végétalisées sont un exemple. Voilà, elles captent l'eau, elles permettent son absorption pour les petites précipitations ou alors pour restituer l'eau ensuite dans le cas de fortes pluies. Mais ça ralentit les flux. Il est également possible de stocker les eaux dans des bassins, des citernes, et puis l'eau peut ensuite servir pour une réutilisation ultérieure, comme dans un jardin, pour le potager par exemple, ou pour les espaces verts d'une commune. À noter que ces structures de stockage peuvent être dissimulées, comme certains bassins qui peuvent être enfouis. On le voit ici à Givry, sous la place de la Poste, on ne le devine pas du tout. Ou alors servir pour l'agrément, à la fois dans l'espace public ou même dans les jardins. On peut utilement s'appuyer sur la végétation pour à la fois infiltrer l'eau et structurer le paysage. Une haie, par exemple, des arbres permettent d'organiser des jardins, un espace public, d'accompagner une promenade, de créer de l'ombre, créer une perspective, etc. On peut prendre aussi un exemple en pleine campagne. La ripisylve d'un ruisseau, par exemple, permet de maintenir les berges par le système racinaire, de capter l'eau, de créer des milieux variés en bord de cours d'eau, mais joue aussi un rôle paysager important en soulignant le tracé du cours d'eau qui est ensuite lisible de loin dans le grand paysage. On peut noter également à travers ces images l'importance du choix des végétaux suivant le type de sol et de milieu pour une bonne efficacité sol-plante dans la gestion de l'eau. Et puis, la gestion de l'eau, ce n'est pas que des installations techniques. On peut le voir dans ces photos. En fait, ça peut constituer une réelle plus-value dans la qualité de l'espace, dans l'aménagement d'espaces publics attractifs, comme ce bassin qui peut servir de lieu de rencontre. On peut voir des aspects très ludiques dans pas mal de villes, de villages ou même d'espaces de jeux comme ici à Lanvic. Et puis jusque dans un traitement de détail de qualité, comme par exemple dans ce petit hameau, en fait, on a un traitement très qualitatif, même des descentes d'eau pluviale, du traitement des petits caniveaux et des plantations juste à côté. Bon, ici, c'était l'hiver, on ne voit pas trop les plantations. Et c'est également favoriser la biodiversité. Colline, si tu veux en dire deux petits mots, je te passe le relais. Avant de continuer sur cet aspect-là, est-ce que pour l'instant tout va bien, Monsieur Nicolas et Monsieur Bonneau? Est-ce que n'hésitez pas à intervenir pour poser des questions ou apporter des commentaires ou des remarques? Pas de souci. J'avais une petite remarque, mais vous y avez sûrement déjà pensé. C'est vrai qu'on nous alerte, en tout cas au niveau médical et dans la presse régionale, sur la remontée de la limite du moustique tigre et dans ces eaux qui sont un peu stagnantes en cœur de village, en cœur d'agglomération, c'est peut-être un risque qu'on fait courir. Bon, je sais bien que la biodiversité va nous permettre d'avoir quelques prédateurs de ce moustique tigre, mais qu'en est-il exactement? Alors souvent, effectivement, c'est une crainte qui est assez récurrente, notamment chez les habitants lorsqu'on parle de projets de bassins d'orage, etc. Mais comme vous le dites aussi très bien, c'est que quand on recrée tout un écosystème favorable, c'est qu'on crée aussi des prédateurs à ces moustiques-là. Et il y a quand même pas mal de retours positifs par rapport à tout ça. Et que malgré ces aménagements, il n'y a pas eu de problème. Je pense qu'on peut faire venir des communes pour témoigner sur le sujet si besoin, pour rassurer les habitants. Oui. Je ne sais pas si Emmanuel, tu veux compléter.
Non, tu as très bien répondu. Et je crois qu'il y a même des études qui ont été réalisées par des départements même un peu plus au sud que nous. Il faudrait qu'on retrouve ça aussi pour partager avec vous. Ça, ce serait possible. Effectivement, ça fait partie des grandes craintes. Je le note et puis si ça vous intéresse, voilà, on retrouvera. Je sais que j'ai lu aussi des choses là-dessus, donc on va retrouver des sources fiables qui peuvent rassurer sur ça. Donc, quelques mots rapides aussi sur cette biodiversité qui reprend un petit peu ce qu'on dit, c'est que la gestion intégrée des eaux pluviales contribue forcément à préserver et ou à restaurer la biodiversité en milieu, je dirais pas urbanisé, mais en milieu plutôt minéralisé. Et ces techniques ont pour avantage, comme je le disais tout à l'heure, de se rapprocher du cycle naturel de l'eau en s'appuyant sur l'infiltration directe. Et donc, la création d'espaces végétalisés, la réhabilitation de milieux humides, de cours d'eau. Elle favorise du coup un peu des maillons entre les trames vertes et bleues et assure aussi des zones de transit pour la faune. Et il faut ajouter aussi, il faut savoir que plus un espace sera dense et diversifié en termes d'espèces végétales, meilleure sera la biodiversité. Donc voilà, il y a quand même des petites astuces pour recréer tout un écosystème. Et la perméabilité des sols aussi sera améliorée plus il y a d'espèces végétales, puisque il y a tout le système racinaire qui va filtrer l'eau. Voilà, c'est plein de bénéfices. Et puis, je voulais vous partager aussi quelques chiffres sur la biodiversité en milieu humide. Donc, milieu humide, ça comprend aussi bien les marais, les tourbières que les cours d'eau, les étangs, les lacs. On sait que 40% des espèces animales et végétales sur Terre vivent dans ces milieux humides. C'est 100% des amphibiens, 50% des oiseaux et puis 30% des espèces végétales remarquables menacées qui dépendent de ces zones humides. Donc voilà pour le petit topo sur la biodiversité. Et puis ces espèces végétales, elles participent aussi à lutter contre les îlots de chaleur. En apportant de la fraîcheur, justement, en créant des îlots de fraîcheur. On peut passer à la diapo suivante pour illustrer ça. C'est que voilà, à la place du bitume, on met de la végétation, donc forcément, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Avec l'effet albédo, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a voulu prendre ici l'exemple d'une cour d'école. C'est à Paris cette fois, mais c'est un véritable levier d'action, ces cours d'école, parce que c'est souvent une des premières choses qu'on imperméabilise avec des espaces très bétonnés et qui sont en partie responsables de ces îlots de chaleur en milieu plutôt dense, urbain et minéralisé. Et donc, les cours rénovés, là, c'est une cour du programme Oasis. Elle propose des espaces plus naturels, davantage végétalisés, avec une meilleure gestion de l'eau. On voit que la place de l'eau est visible et importante, qu'on la met au centre de la cour et que ça permet aussi de créer des aménagements adaptés aux besoins de l'enfant, des espaces plus calmes. Il y a beaucoup d'avantages aussi en dehors de la réduction des îlots de chaleur. C'est une meilleure répartition de l'espace aussi. Et puis, dans ce fameux programme Oasis, je crois que c'est avec des fonds européens. Et donc, c'est un partenariat entre le CAUE de Paris, il me semble, et la ville de Paris. Et donc, ces cours, en fait, vont être ouvertes aussi au public les week-ends. C'est un exemple aussi pour illustrer le prochain point qu'Emmanuel va développer sur l'importance d'avoir des espaces mutualisés. Je te laisse compléter. Ouais, les cours d'école sont vraiment un excellent exemple par rapport à cette mutualisation, assurer plusieurs fonctions, en effet, à la gestion de l'eau. Donc, en effet, dans l'idéal, il faudrait réfléchir à des aménagements, des ouvrages qui puissent assurer plusieurs fonctions. Donc, on l'a vu pour la cour de l'école, mais aussi comme cette vaste prairie qui est un bassin, finalement, d'orage à ciel ouvert qui se remplit
lorsqu'il y a des gros phénomènes pluvieux et qui sert d'espace de jeu tout le reste du temps, sans problème. Et en fait, on voit bien que tous les aspects qu'on a vus, que l'on a cités avec Colline, permettent de réduire les coûts de travaux et de gestion par des aménagements qui sont moins coûteux. On limite à chaque fois les canalisations, les ouvrages, on mutualise des fonctions. Par exemple, pour la cour d'école, aménager un parc de jeux qui soit attribué aux enfants durant les temps scolaires et qui puisse être ouvert le week-end ou pendant les vacances aux enfants du quartier, c'est un excellent exemple de mutualisation. Des coûts moindres également en termes de surveillance des ouvrages avec des accès qui sont facilités. On n'a pas à avoir accès à des canalisations enterrées, etc. On surveille tout cela. Voilà. Au-delà, je ne sais pas si vous avez des remarques pour ces premières parties. J'aimerais vous interroger sur alors, une diapo précédente, mais on est de nouveau dans le sujet, sur l'aménagement qui a été fait sur la place de la Poste à Givry, Oui. notamment avec cette accumulation d'eau. Alors, si j'ai bien interprété l'image, il y a des espèces de caissons de plastique qui permettent de se remplir d'eau et j'imagine, communiquer à un moment donné avec un endroit d'où l'eau peut être pompée pour être réutilisée pour l'arrosage ou des choses comme ça. Tout à fait. Alors, c'est un cas un petit peu particulier. C'est vrai qu'eux, ils ont choisi de faire une rétention sous la place. Alors, ils ont une grande capacité de stockage, mais je crois que c'est plus pour diffuser ensuite cette eau pluviale en cas de gros phénomènes pluvieux que de la réutilisation en elle-même. Donc, c'est un cas un peu particulier. Si vous voulez, sur le plan d'aménagement de la place d'Épinac, la place arrière de la mairie, enfin pour ceux qui connaissent, entre la mairie et la poste, et avec on a un énorme parking aussi, on a une jonction avec la voie verte, donc on a prévu de désimperméabiliser les sols sur une certaine partie, mais en ayant quelque chose sur lequel on peut rouler quand même, parce qu'il faut que les commerçants qui viennent sur la place du marché puissent rouler sur cet espace-là. Et on voudrait avoir des solutions à la fois pratiques et qui pourraient nous permettre effectivement d'accumuler, parce qu'il y a quand même une vaste surface, de l'eau à réutiliser de préférence, quoi, pour qu'elle nous permette d'économiser et puis d'arroser plus facilement en proximité les espaces verts qui seront à installer. Ce serait idéal. Ce serait idéal. Si ça vous intéresse, on a fait visiter la traversée et les différents espaces publics à Givry qui ont été aménagés il y a quelques années. On a organisé une visite l'année dernière et je pourrais vous transmettre, on vous transmettra avec Colline les liens pour aller voir des images de référence et la description de l'aménagement sur Internet. Et, on a également un projet, et vraiment ce webinaire qui vient en amont de notre réflexion est utile parce que nous voulons aménager également une zone à proximité du collège, de skatepark, de la gendarmerie et de la caserne de pompiers qui est pas loin du collège et du gymnase, en un espace qui serait un espace sportif, un peu parcours de santé, mais également un petit peu piste d'entraînement pour les collégiens à proximité, et en faire un usage mixte, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois des espaces avec des montées, des descentes, des petits obstacles, des petits passages de rue, et sur cet espace qui est assez vaste et qui est dans la partie intermédiaire de la ville entre le centre-bourg et le gros quartier de la Garenne. Et donc, ça serait intéressant de pouvoir avoir une approche où
la gestion de l'eau. En plus, la terre est argileuse à cet endroit-là, donc il y a des sources qui sourdent un petit peu entre les nappes. Et ce serait intéressant de pouvoir gérer cet aménagement à la fois comme un lieu de séjour et de jeu, en même temps qu'un lieu de sport. Voilà, donc on a une envie de quelque chose d'un peu multigénérationnel et vraiment à la fois utilitaire pour le sport, mais également agréable pour se promener, pour promener les animaux, pour jouer avec les enfants, etc. Bien. Nos rencontres tombent à point. À point, c'est ça. On travaille avec un bureau d'études pour l'instant, mais on en est vraiment à l'amorce de la réflexion, donc ça pourrait être intéressant de bien prendre en compte toutes ces données. Donc on travaille avec monsieur Cyril Rochette de C2S, je crois, ou CR2S. C2S ou quelque Oui, chose c'est ça. Ouais. D'accord. Bien travailler en amont le programme, surtout, Oui. pour bien poser les choses. D'autres remarques? Alors, Monsieur Nicolas me fait une super transition parce que effectivement, parfois, on ne peut pas empêcher d'avoir certaines surfaces qui soient imperméabilisées de par la circulation, le stationnement par endroit. Donc, dans ce cas-là, il est souvent possible de réfléchir à optimiser ces espaces qui sont imperméabilisés ou alors à mutualiser certains espaces. Donc, par exemple, dans le cas de certaines voiries, on peut réfléchir à réduire le gabarit, par exemple, d'accès de certains quartiers, comme ici où ils ont fait le choix de n'avoir qu'une voie de circulation. Et puis, c'est le stationnement qui va aussi limiter la vitesse des automobilistes et une certaine amabilité des voisins à se ranger, à se positionner de manière à laisser passer les gens qui passent dans l'autre sens. C'est aussi réfléchir à des sens de circulation intéressants, pourquoi pas des sens uniques, etc. On peut également réfléchir à mutualiser des parkings pour un ou plusieurs usages. On vous a mis une photo d'un village qui a choisi de mutualiser un parking à la fois pour le cimetière, en général le parking est vide, avec le parking pour le cinéma et d'autres services qui sont à proximité. C'est un exemple. En plus, là, avec un traitement assez intéressant en termes de perméabilité. Mais il y a quand même la zone de circulation qui reste enrobée malgré tout. Donc là, ce sont des exemples qui sont plutôt déclinés pour les collectivités, mais chacun a son rôle à jouer aussi là-dedans. C'est quand on construit sa propre maison, c'est réfléchir à construire pas très loin de zones bâties, si possible des zones qui sont déjà artificialisées, et également réfléchir à construire proche de la voie d'accès pour limiter la surface de son allée d'accès, etc. Et puis, on peut également réinterroger le choix des matériaux de sol par rapport aux usages qui seront faits de l'espace. Se dire que si on a un parking qui n'est pas utilisé tous les jours, on peut peut-être réfléchir à une partie de parking qui soit imperméabilisée pour une fréquentation importante, et puis un parking d'appoint qui soit enherbé ou en mélange terre-pierre qui favorise une bonne perméabilité des sols. De la même manière, pour les allées, on pense toujours à des allées en dur pour limiter l'entretien, etc. Pour de nombreux endroits, en fait, le simple fait de passer, le piétinement, permet d'entretenir assez facilement la terre battue ou un sablé, qu'il soit compacté ou non. Et ça permet d'avoir, encore une fois, un matériau qui reste perméable.
Voilà quelques exemples de photos aussi dans des collectivités qui ont choisi ces types de sols, que ce soit pour des parkings qui sont très fréquentés, parce que là, par exemple, à Saint-Vallier, c'est le parking des Bois-Francs, donc au niveau de l'école, donc un parking qui est très, très fréquenté, et puis ici, dans un milieu plus rural, dans un hameau, mais qui permet tout de même une portance du sol sur cette rue, puisqu'on arrive à rouler dans cette ruelle avec un mélange terre-pierre. Et même les particuliers peuvent réfléchir aussi à des traitements d'allées qui soient adaptés, notamment quand on habite à la campagne ou en lisière du bourg, par exemple. Voilà quelques exemples. Donc, comme vous avez pu le constater, on a souhaité montrer avec Colline et Thérèse des différentes échelles d'intervention, depuis le grand paysage jusqu'à la parcelle d'un jardin, hein, jusqu'à l'échelle de la parcelle. Et on a bien vu comment petits et grands aménagements associés permettent de gérer les eaux de pluie, notamment courantes, mais aussi des grands événements comme des grands événements pluvieux. Ainsi, chacun peut être acteur de la gestion de l'eau, depuis la collectivité, mais aussi un bailleur social, une association, une entreprise, un petit collectif, pourquoi pas, jusqu'aux particuliers. On a tous notre rôle à jouer. Donc après, on voit bien, on sent bien que des compétences spécifiques sont nécessaires pour établir souvent un diagnostic, un état des lieux dans les communes, pour ensuite réaliser des projets adaptés au site et au contexte hydraulique. Monsieur Nicolas l'évoquait, hein, à savoir aussi quels partenaires associés, quels professionnels associés au projet et à quelles étapes. Et ce sont des sujets qu'on aimerait bien aborder au fil des rencontres que l'on va programmer cette année pour vous aider dans vos projets. Je vais essayer de garder ma caméra. Vous me dites si vous faites signe si ça ne va pas. Donc oui, Emmanuel l'a déjà abordé, et puis même en introduction, on en a parlé, que on aimerait proposer un cycle d'ateliers multithématiques, méthodologiques pour vous accompagner dans votre démarche. Mais on aimerait que ce soit un petit peu aussi à la carte. On a déjà fléché des ateliers, mais le contenu doit être adapté, comme je disais tout à l'heure, à vos attentes, à des projets peut-être spécifiques, comme vous avez tous les deux, M. Bonneau et M. Nicolas, en cours. Peut-être tu peux passer à la diapo suivante, Emmanuel, pour montrer un petit peu les choses auxquelles on avait pensé, des thématiques d'atelier et puis ce qu'on aborderait dedans. Et puis tous ces sujets pourraient être ponctués, enfin seront ponctués d'intervenants voilà, pertinents, des experts, parce que nous, comme on l'a dit tout à l'heure, CPIE et CAUE, on est des facilitateurs, mais nous ne sommes pas un bureau d'études. Donc l'idée, c'est de faciliter ces rencontres avec les personnes qu'il vous faut. On aimerait aussi proposer des visites de terrain pour voilà, faciliter la communication entre des communes ayant déjà mis en place ces projets et vous. Et puis voilà, donc je vous laisserai, de toute façon on vous communiquera le PowerPoint. Je ne vais pas forcément m'étendre sur les thématiques. Là, ce qu'on voulait avoir, c'est on s'est laissé cette marge de flexibilité pour être au plus près de l'accompagnement. Et donc maintenant, on voudrait vous poser des questions sur vos projets. Monsieur Nicolas, vous avez déjà un petit peu expliqué ce qui se passe à Épinac. Vous semblez déjà convaincu de tous ces enjeux, de l'importance aussi de mutualiser les espaces, mais c'est l'occasion aussi de nous partager vos difficultés. Qu'est-ce qui fait que vous passez, enfin, comment on pourrait vous accompagner dans cette mise en place du projet idéal vers vraiment la concrétisation? Qu'est-ce qui vous manque? Comment on peut vous aider? J'allais vous en parler parce que on a effectivement un certain nombre de projets comment dire, d'aménagement et notamment d'un quartier qui s'appelle à Épinac un quartier
le quartier de la Garenne, qui était l'ancien quartier minier d'Épinac, avec une architecture qui était assez fortement maîtrisée et avec un habitat qui, par rapport à certaines cités ouvrières, a plutôt été de bonne qualité, avec des bâtiments qui vieillissent bien et où on voudrait attirer quelques jeunes ménages, parce que ce sont des petites maisons qui permettent de démarrer un parcours résidentiel, en concentrant sur ce quartier les activités plutôt petite enfance. Et ce quartier, donc, il est actuellement un peu brut. Donc, il y a des choses qui ont un peu respecté l'habitat au départ, et puis il y en a d'autres qui ont été un peu perturbés parce que chacun y est allé de sa petite véranda, et à une époque où l'urbanisme était moins maîtrisé qu'il l'est aujourd'hui. C'est aussi un quartier, celui-là, comme un autre lotissement beaucoup plus récent, qui est sur la partie intermédiaire que j'évoquais tout à l'heure du Haut-des-Champs. C'est des quartiers où il y a un réseau unitaire. Et on sait que si on se lance dans des réflexions de réseaux séparatifs complets, on est parti pour des travaux qui sont interminables et qui nous empêcheront d'améliorer les revêtements urbains, etc. Et dans certains quartiers, c'est extrêmement pénalisant sur l'allure générale des quartiers. Donc, on se dit que la gestion des eaux et cette approche que vous nous rappeler, dont on était un petit peu, à laquelle on était un peu sensibilisé, nous permettrait peut-être de joindre l'utile à l'agréable et d'aller plus vite en décontaminant, si j'ose dire, par les eaux pluviales, les eaux d'assainissement, et en faisant que le réseau unitaire devienne majoritairement un réseau d'assainissement et non pas un réseau mixte. Voilà, donc les perspectives que vous nous donneriez pour les étudier pourraient être faites de façon très globale sur deux quartiers qui sont quand même intéressants sur Épinac, le quartier, le lotissement du Haut-des-Champs, en plus de ce projet d'aménagement sportif dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le quartier de la Garenne, dont on voudrait avoir l'ambition de le transformer en écoquartier. Hein. Donc, le travail en partenariat avec le CAU, alors on sait que le CAU est assez débordé, hein, à moins qu'il estime que cette approche globale sur Épinac est quand même très, très forte. Hein. On a vraiment envie de requalifier des espaces urbains, en plus qui ont une histoire et qui vont dans la thématique de mise en œuvre du patrimoine historique, mais en faisant pas un musée conservatoire, enfin, tourner uniquement dans le passé, mais justement en le faisant évoluer dans une dynamique urbaine d'aujourd'hui, voire de demain, avec la prise en compte de tout ce qui est problématique d'énergie renouvelable, d'aménagement de jardins partagés, d'espaces publics. Voilà. Donc, on aurait vraiment besoin d'une étude globale sur ces deux quartiers et j'aurais bien voulu que le CAUE nous accompagne. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez pas mal débordé. Mais en tout cas, si vous pouvez mettre Épinac dans vos priorités, en tout cas, j'aurais vraiment envie de vous faire partager ce projet global. On a 4 ans pour le réaliser. Enfin bon, ça débordera sûrement notre mandat, mais il faut vraiment qu'on puisse bien amorcer très vite les choses, sachant qu'on est en plus dans une petite ville de demain et qu'on est vraiment sur un des thèmes qui peut être porteur. Voilà. Donc, okay, j'ai bien entendu, Monsieur Nicolas. J'en parle à Monsieur Lardière, mon directeur. Et j'ai bien entendu aussi, alors je connais assez bien ce contexte de quartier minier avec un fort patrimoine bâti qui souvent a été bien préservé et parfois dégradé, mais aussi avec toute cette cohérence et ces intérêts comme presque des cités-jardins, quoi, hein, bien organisés, très agréables à vivre et qui permettent aussi de s'adapter au parcours résidentiel de pas mal de personnes. Donc oui, je vois bien l'évolution de ces quartiers, un vrai enjeu pour nos communes, hein, nous aussi beaucoup sur le bassin minier notamment.
Donc, c'est noté. Après, au-delà, je pense que dans notre démarche avec le CPIE de partage, il faudrait qu'on arrive à trouver aussi des expériences similaires à partager. Je ne sais pas si on en trouvera sur ce thème-là en Saône-et-Loire ou à proximité, mais ce serait bien de partager, oui, sur des réalisations similaires. Ok. Voilà, donc ça supposerait qu'on ait une rencontre sur le terrain Oui, tout à fait. dans le courant du mois de février. J'en parle à mon Merci, directeur. merci pour ce partage. Je voulais vous demander aussi, Monsieur Bonneau, du coup, est-ce que ces exemples vous inspirent, ces projets d'aménagement vous inspirent pour votre projet de parc dans votre commune? Et voilà, le projet de parc est en réflexion, mais on est aussi accompagné pour ça, hein, parce que c'est un parc avec un parcours de santé, mais il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec Monsieur Nicolas, et puis que c'est aussi à l'échelle d'un petit village, hein. Donc, bon, je sais bien que la problématique de l'eau, elle existe aussi dans les petites communes, mais enfin, voilà, on n'a pas aujourd'hui, en tout cas, dans les 2-3 années proches, pour ce mandat d'aménagement de quartier ou autre, ça pourrait être le cas plus tard. Et ce que je retiens, c'est que ça a déjà été abordé, mais tout ce qui est problématique de l'eau, c'est vrai que c'est des comportements à changer. Je pensais tout à l'heure, quand vous avez abordé les cours d'école, eh bien, il y a, je sais pas, il y a 5-6 ans, on a bétonné la cour d'école complètement parce que c'était à la demande des instituteurs ou des parents d'élèves, parce que les enfants, il y avait un arbre qui a été supprimé, il y avait 2-3 aménagements, les enfants voilà, se salissaient, enfin voilà. Donc on a bétonné, ce qui est complètement une aberration aujourd'hui, parce que vous l'avez dit, problème de chaleur, problème de ruissellement de l'eau, et je me dis, ben oui, demain, il faut tous les projets qu'on peut avoir, il faudra en tenir compte. Il faudra en tenir compte. Voilà. Donc moi, j'ai pas, si vous voulez, je participe, comme j'ai dit au départ, je participe plus parce que voilà, j'avais du temps ce matin, et puis parce qu'on m'a dit ça peut être intéressant. C'est intéressant, il y a toujours des idées à prendre, surtout pour l'avenir, mais on n'a pas de vrai projet pour le parc. Pour le parc, eh bien, bon, une demande, je verrai exactement où on en est, mais on est accompagné, c'est AUE, je crois aussi. Donc, ça sera un démarrage vraisemblablement de travaux en 2023. Voilà. Donc, on pourra en reparler. Mais c'est vrai Pour que l'instant, on ne ressent pas Excuse-moi, Colline. Oui, c'est vrai que chaque petit projet, donc vous évoquez les cours d'école, mais aussi ça peut être la réfection d'un fossé ou d'un petit morceau de parking. Et c'est vrai que avoir ce réflexe-là est très important, même dans nos petites communes. Exactement. Oui, oui, c'est même des petits projets, oui, même un fossé, même. Je vous dis, la cour d'école, quand ça s'est fait. Il y a bien 5-6 ans, personne s'est posé la question du ruissellement de l'eau, et puis aussi de la source de chaleur que ça allait apporter et que ça allait apporter. Alors que, voilà, et puis, au-delà, parce qu'il y a aussi les questions de bien-être à la fois des enfants, mais aussi des enseignants, hein. Et puis, comme le disait Colline, en fait, on arrive à des espaces qui sont super intéressants d'un point de vue ludique pour les enfants. Et on arrive à des jeux un peu autour de la nature, de les replacer face à des jeux plus simples, et ça se passe très bien dans les nouvelles cours d'école. Je crois que les échos des expérimentations qui ont été faites, enfin maintenant c'est plus des expérimentations à Paris, ils en sont à plus d'une 60aine cours d'école, je crois, mais les échos des enseignants sont super. Donc ça nous montre vraiment un chemin sur lequel aller, notamment dans nos communes. Je peux prendre par rapport. Voilà,
il est en train de se dérouler. Alors, si tu veux, Marc, Voilà. ça serait Et bien. la Et cour moi, je d'école, voulais aussi vous poser la oui, question pardon. par rapport aux particuliers, si vous avez des expériences de sensibilisation des particuliers, des entreprises dans vos communes. Est-ce que ce sont des questions que vous abordez aussi dans les documents d'urbanisme, par exemple, ou quand il y a un permis qui est déposé, est-ce que c'est le genre de choses que vous regardez? L'imperméabilisation des sols ou la gestion de l'eau? Bah, à mon niveau, non, mais voilà. C'est vrai que ça serait que je suis un peu surpris d'être le seul représentant d'une petite commune, mais au cours de l'intervention, je me disais, vous savez qu'on est comme d'autres, hein, regroupé en communauté de communes, ça serait quelque chose aussi à voir de façon plus globale, parce que, bon, chez nous, on parle de regroupement, peut-être de rapprochement de communes entre, je ne sais pas si vous connaissez Ciel et Verdun, qui sont côte à côte, et ça représenterait 2000 habitants, et c'est pas non plus quoi donc. Et voilà, il pourrait y avoir des projets d'aménagement dans ce sens-là. Moi, je reviens sur la cour d'école, et la cour d'école, au cours d'autres réunions, j'avais entendu qu'il pouvait y avoir aujourd'hui même des aides, des subventions versées si on souhaitait aménager la cour d'école. Et bon, ce que je dis, ça n'engage que moi, mais il faudrait quand même qu'assez rapidement, on change, on aménage, on réaménage cette cour d'école. Alors, c'est peut-être parce que comme c'est fait, pour moi, c'est une aberration aujourd'hui. Et là, on aurait besoin d'avoir des conseils, des idées sur comment on peut le faire. Voilà. J'en discuterai, j'en parlerai avec le maire, avec mon collègue adjoint qui est plus chargé de ça. Et voilà. À l'avenir, on pourrait avoir une réflexion sur cette cour d'école. Chers collègues, oui, je crois qu'il faut bien savoir aussi que les demandes de subventions, notamment de la région et d'un certain nombre de partenaires, même de l'État, demandent effectivement la prise en compte de ces impératifs environnementaux. Et donc, du coup, il vaut mieux anticiper ces problématiques pour pouvoir ne pas les mettre par raccro, hein. Et ça permet d'avoir un projet où la problématique de l'eau nous aide aussi à concevoir des espaces facilement aménageables dans le sens où le veut le législateur, mais où on le veut nous aussi, puisque si on est à ce webinaire, c'est parce qu'on est quand même sensibilisé à ces problématiques. Et je pense que vraiment le fait qu'il y ait une éco-conditionnalité d'un certain nombre d'aides nous permet aussi d'infléchir un peu nos décisions, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, hein. Mais nous, en plus, on est volontaires. Oui, merci d'insister sur le fait, en cas d'aborder la notion d'anticipation. Et puis, Emmanuel, si tu peux revenir sur la peau précédente, la question des financements et de vers qui se tourner pour avoir ces aides financières sera abordée durant le premier atelier. Faire un diagnostic dans ma commune. On n'a pas précisé que ces ateliers étaient bien sûr gratuits. Peut-être que c'est l'occasion pour vous d'être un peu l'ambassadeur dans votre commune de ces questions-là pour pouvoir injecter ces enjeux dans chaque petit projet comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres points abordés, Thérèse? Très bien, vous avez tout dit. Après, je suis contente. Alors, malgré uniquement 2 représentations de communes, ce partage d'expérience. Et c'est vrai que même si Épinac et Ciel ont des projets, des attentes différentes, ce webinaire et les ateliers, les rencontres qu'on va proposer par la suite sont vraiment ouverts à tous, c'est-à-dire que vous ayez déjà
un projet précis et que vous dites, bah voilà, c'est bien parce que c'est en amont de la réflexion et ça nous permettra de nous poser des questions et de rencontrer des personnes, partager des expériences. Mais même sans avoir de projet précis, ça peut être aussi intéressant bah voilà, de s'interroger, de rencontrer d'autres personnes bah, qui font des choses, se donner des idées. Comme vous l'avez dit, Monsieur Bonneau, et puis comme l'a dit Emmanuel et Colline, en fait, cette question de gestion de l'eau, il faut l'intégrer dans tout projet et dans le mot projet, ça peut être aussi simplement bah, des travaux d'entretien, par exemple. C'est vrai que c'est bien d'avoir ce réflexe de dire que toute opportunité, toute dépense, toute chose que vous souhaiteriez mettre en place dans la commune peut intégrer en fait une gestion différente des eaux de pluie. Et il ne faut pas vous freiner pour participer à ces ateliers parce que voilà, il n'y a pas de projet forcément en cours, parce que l'idée, c'est vraiment qu'on soit en amont et qu'on puisse vous mettre en relation avec un réseau d'élus ou d'experts qui puissent vous aider, répondre à vos questions, vous accompagner. Et l'objet aussi de ce webinaire, c'est de recenser un petit peu bah, ces questions, ces attentes, pour qu'on s'appuie aussi sur notre réseau bah, CAUE et le réseau des CPIE pour essayer d'aller rechercher des expériences qui auraient pu être faites, des projets qui auraient pu être faits ailleurs et vous les montrer pour voilà, qu'on vous apporte cette plus-value-là. D'où, et je fais peut-être la transition avec le fameux sondage, Colline. Est-ce que je peux rajouter quelque chose avant de continuer? Je crois que le CPIE a depuis de nombreuses années une habitude de travail avec le collège d'Épinac et je voulais élargir ça à l'ensemble des collégiens des communes qui pourraient être intéressées. Je pense que c'est important d'intégrer les jeunes de cet âge-là dans la réflexion sur l'analyse de leur environnement. Et ces actions, enfin, en tout cas, je souhaiterais que dans les aménagements, la préparation des projets d'aménagement urbain, on puisse en parler également avec les enseignants pour voir comment on pourrait faire un travail sur le terrain où les jeunes seraient, enfin un certain nombre de jeunes qui pourraient être sensibilisés à cette question, viendraient s'imprégner de cette culture. Hein. Je pense d'abord c'est leur avenir qui se prépare aussi aujourd'hui et qu'il y a dans tous ces métiers que vont générer la gestion de l'environnement, le développement durable, il y a des perspectives d'avenir et de choix de carrière. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant, au même titre qu'on le fait par rapport à l'imagerie virtuelle avec Maxime Poirier à Épinac. Ça pourrait être intéressant de travailler sur ces sujets-là avec des jeunes pour qu'ils s'approprient vraiment leur environnement, qu'ils intègrent non seulement les contraintes environnementales et la prise en compte de leur avenir climatique. Je crois que plutôt que de leur passer sans arrêt des messages effrayants, les rendre acteurs pourraient être intéressants. Leur donner la culture et les rendre acteurs, ils en ont probablement par les enseignants une partie, mais le faire de façon concrète et dans l'élaboration de projets, ça pourrait être intéressant. Oui, toute la partie mobilisation, implication citoyenne, sensibilisation, en fait, ça fait partie des points importants de tout projet au sens large. Et c'est aussi une des thématiques des ateliers qui vous seront proposés. Donc, en effet, on est dans le thème. Du coup, Emmanuel, Colline, comment vous voulez… Emmanuel, tu partages, comme là, tu es en train de partager ton écran, est-ce que tu montres comment ouvrir le sondage pour que M. Nicolas et M. Bonneau prennent 3 petites minutes pour le remplir en direct live? Alors, pour le sondage, donc il existe un petit lien ici. Colline l'a préparé, je crois. Oui, il est dans le chat. Dans le chat. Voilà, plutôt aller dans le chat. Alors, on va dans le chat. Vous le voyez? Non, il faudrait que tu… Alors, il faut que je partage tout mon écran, je pense. Oui, partage tout ton écran. Ouais. Partage mon écran, partager. Du coup, là, vous le voyez. Oui. C'est bon? Donc, dans le… Là, on est toujours sur la présentation PowerPoint. Et vous ne voyez pas le petit encart discussion? Non.
Après, est-ce que Monsieur Nicolas, Monsieur Bonneau, est-ce que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans le chat et ça va vous ouvrir un questionnaire via Internet que vous pouvez remplir en direct. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Écoutez, ça mouline pour l'instant, mais Des fois, il y a une petite fenêtre qui s'affiche où il faut cliquer sur Proceed en anglais. Moi, ça me fait ça. Donc, vous cliquez juste sur Proceed et puis la page va s'ouvrir. Donc, effectivement, on s'accorde 5 minutes le temps que vous répondiez au sondage. Et puis après, on revient au webinaire pour conclure, si ça vous convient. Moi, de mon côté, juste pour le faire en parallèle, ça me met un accès refusé, autorisation nécessaire. C'est un drive. moi, j'ai pas de. Ah. Est-ce que tu... Moi, j'ai Il y plus a peut-être rien. que moi qui le. Ouais. Ouais, l'accès est refusé aussi. Visiblement. Ah mince, ça marchait tout à l'heure. Je pense qu'il faut que Comment on va celui qui a faire? créé le sondage, il faut qu'il change l'autorisation accès à toutes les personnes qui ont le lien. C'est Et pas bizarre parce que accès. tout à l'heure, on a essayé, ça marchait. Ouais. À la limite, on peut vous Je envoyer vais le faire lien. ça rapidement. Sinon, Colline, on peut envoyer le lien rapidement après. Alors, le problème, c'est que voilà, il faut quand même que je change les paramètres pour que vous y accédiez. Parce que là, c'est le lien. Ah, on ne vous entend pas, monsieur Nicolas. Vous avez coupé votre micro. Moi, j'ai plus rien. Hein, donc, T'as bien mon audio. Oui, en fait, Google Drive me demande l'autorisation et qu'une autorisation est nécessaire. Donc, je peux demander l'accès, mais D'accord. contact CMI. Alors, j'essaye de changer ces paramètres, Oui. mais il faut que je mette des adresses mail, en fait. Ça ne va pas. Vous avez mon adresse mail, Colline? Colline, ce qu'on fera, c'est qu'on enverra le sondage à M. Nicolas, à M. Ouais, Bonneau. Ce sera plus simple. Je peux regarder si tu veux. Tu n'as pas changé grand-chose en fait. Il faut qu'on résolve pour mardi, par contre. Oui. Donc j'ai eu un certain nombre de mes adjoints qui étaient intéressés mais qui n'étaient pas disponibles ce matin et qui vous rejoindront mardi. Eh bien, super. Merci, super. Ouais. On fera Ok, super. depuis la salle de conseil d'Épinac. Monsieur Nicolas, on a notre adresse mail. Oui, Pardon? je l'ai, moi. Oui. Ben, c'est docteur en toutes lettres, jf.nicolas@orange.fr. Docteur en toutes lettres, jf.nicolas@orange.fr. Super. Et Monsieur Bonneau, est-ce qu'on peut aussi avoir votre adresse email? vous m'entendez? Parce que moi, je ne vois plus rien. Mais bon, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Bon, Oui. donc mon adresse mail perso, c'est Jean en minuscule, le tiret du 6, louis.bonneau, BO2NOT, @wanadoo.fr. Super, merci. Alors, ouais, on compte sur vous pour avoir un retour. Vraiment, je pense que ce sondage est très, très court. En 4 minutes, c'est fait. Donc, j'espère que vous pourrez y répondre quand j'aurai modifié l'accès. OK, pas de souci. Merci. Un grand merci à vous, en tous les cas, pour votre présence aujourd'hui. Et puis, ça nous aide à construire la suite, surtout. Quel est votre nom, Madame Emmanuel? C'est Limare, L-I-M-A-R-E. L-I-M-A-R-E. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager, des remarques? Est-ce que ce webinaire vous a servi?
C'est intéressant. Il est clair. Pardon, Jean-Louis, allez-y. Non, c'est bon, je vous en prie, allez-y. Oui, effectivement, alors, même si on était un peu sensibilisé, je veux dire, ça nous donne des arguments et surtout des partenaires par rapport à ces réflexions et pour entrer du théorique dans le pratique. Très bien, merci. Super. Thérèse, je te laisse peut-être conclure. Eh ben, merci à Emmanuel et à Colline pour cette belle présentation. Donc, rendez-vous mardi pour la deuxième session. Merci Jean-François, merci Jean-Louis de vos échanges, du partage et j'espère qu'on vous retrouvera lors de nos ateliers courant 2022. Donc, n'hésitez pas à parler de ce webinaire autour de vous et qu'on essaie d'avoir un peu plus de monde mardi, même si normalement, on devrait avoir un peu plus de participants. Donc, j'espère que ça a répondu à vos attentes ou que ça a illustré, vous donner un peu plus d'idées par rapport à cette thématique. Et puis, n'hésitez pas, hein, suite à ça, à nous réinterroger ou par rapport à vos projets. Voilà. Il est clair que comme le disait Jean-Louis Bonneau tout à l'heure, la réflexion se déroule aussi à un autre niveau, un niveau intercommunal. Donc, dans le SRADET, il y a le PLUI qui se construisent un petit peu partout sur le territoire. Il y a des thèmes, des thématiques, mais là ça permet de passer de faire de passer de la théorie à la pratique, comme je le disais tout à l'heure, et d'être sur des projets extrêmement concrets. Voilà, pouvoir être rapidement sur des projets extrêmement concrets. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Tout à fait. C'est un thème également qu'on souhaite aborder, c'est savoir sur quel type d'outils vous pouvez vous appuyer aussi à travers un document d'urbanisme pour aussi inciter, mais aussi réglementer parfois la gestion des eaux pluviales. Donc ça, c'est noté aussi. Bien, au revoir. Au revoir, merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir.